La Fed est clairement échec et mat et je vais t'expliquer pourquoi ils ne vont pas avoir le choix que d'assouplir leur politique monétaire dans les mois à venir et pourquoi c'est ultra bull pour le marché. Ce que je vais te montrer ici, c'est plus compliqué que d'habitude, mais tu vas comprendre pourquoi le marché monte comme il monte et pourquoi il va continuer de monter encore plusieurs mois pour la fin de ce bull run. Alors abonne-toi et surtout partage la vidéo un maximum pour que tout le monde puisse au maximum prendre les bonnes décisions par rapport à ce que je vais te montrer. Moi, Satrade, je suis conseiller financier certifié en France et je conseille ma communauté sur les meilleurs choix à faire du point de vue de la macro, des principes de liquidité sur le marché crypto avant tout. Donc si tu es intéressé de suivre quelqu'un qui a vraiment les connaissances et le bagage pour t'expliquer vraiment ce vers quoi on va, abonne-toi à la chaîne, le bouton est juste en dessous et on est parti pour la vidéo. Les charts qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci, celle-là et celle-ci. On va commencer par la première, l'Overnight Repurchase Agreement. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Il faut te dire que l'Overnight Repurchase Agreement, c'est un espèce de marché interbancaire dans lequel les banques peuvent se prêter de l'argent contre des collatéraux. Généralement, ce collatéral, ce sont des Treasury Securities, comme c'est marqué ici en titre, et l'argent est prêté pour un jour avec un taux d'intérêt. Donc une banque A va venir sur ce marché parce qu'elle a besoin de liquidité, va emprunter à une banque B et lui mettre à disposition un collatéral, des securities principalement, à charge pour la première banque de rembourser le prêt moyennant un intérêt le lendemain. Donc là, peut-être tu vas te poser la question, mais quel intérêt de faire un prêt pour un jour si les banques ont besoin de cash, pourquoi sur une journée? Généralement, c'est pas parce qu'elles ont besoin de cash qu'elles empruntent pour un jour, c'est pour faire face à leurs obligations réglementaires. Comme tu sais, les banques ont des obligations en termes de fonds propres, en termes de ratio de liquidité par rapport à leur exposition sur les marchés. Il y a un tas de régulations et à des moments clés dans l'année, ces banques doivent pouvoir démontrer qu'elles satisfont à l'ensemble des règles. Et il y a beaucoup de banques qui ne satisfont pas du tout à l'ensemble des règles et donc ce marché-là leur permet temporairement d'augmenter leur cash pour pouvoir avoir leur bilan comptable qui est à jour. Parce que évidemment, elles ne vont pas emprunter un maximum d'argent pour miser à levier sur une journée et rembourser le lendemain. Et donc en gros, c'est ici qu'elles peuvent venir s'emprunter du cash les unes les autres, se rembourser le lendemain, et celles qui ont des excédents de cash peuvent prêter. Ça fait un petit intérêt sur la journée, elles ne comptent pas l'utiliser et donc elles le prêtent à d'autres. C'est un système gagnant-gagnant. Et ce qui s'est passé tout récemment, juste ici en date du 30 juin dernier, c'est que la Fed est arrivée et a injecté plus de 11 milliards de dollars dans ce marché interbancaire. Tu peux voir ici, ce sont toutes les interventions de la Fed et tu peux voir en 2021, il n'y en a aucune. Il y en a eu une petite juste ici en septembre 2024 de 2,3 milliards de dollars et tout récemment le 30 juin environ un peu plus de 11 milliards. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? La Fed a dû intervenir et injecter la liquidité. Pourquoi? Parce que les banques n'avaient plus de cash à disposition. Les banques prêteuses n'avaient plus de cash à disposition et celles qui voulaient emprunter ne pouvaient pas trouver la liquidité qu'elles souhaitaient sur ce marché-là. Et donc la Fed a dû intervenir pour renflouer des banques qui faisaient des demandes de liquidité. Et ça c'est hyper important parce que même si ça a duré qu'une journée et qu'ensuite ces banques-là doivent rembourser le prêt, on a quand même un mini QE qui se met en place. On le rappelle, le QE, qu'est-ce que c'est? C'est du quantitative easing. C'est la Fed qui achète des actifs pour soutenir les marchés, pour soutenir le système bancaire. Donc là, c'est encore timide. On parle de 11 milliards. On parle pas de trillions comme c'était le cas en Covid, mais ça commence. Et surtout, ça implique quelque chose qui est très important, c'est qu'on arrive gentiment à un assèchement de la liquidité dans le système bancaire. Si on remonte historiquement sur ce qui s'est passé sur ce marché-là du Overnight Repurchase Agreement, on peut voir plusieurs choses. Première chose, c'est que jusqu'à la crise des subprimes, la Fed mettait constamment de l'argent à disposition, il n'y avait pas de souci. Puis, il y a eu la crise des subprimes, crise de la dette. Tu as suivi ça à travers 1000 vidéos, donc on va pas résumer. Et ensuite, plus rien, retrait massif de toute la liquidité qui avait été imprimée ici, crise de la dette, beaucoup trop d'argent en circulation, utilisé n'importe comment, et la Fed qui a laissé le tout durant des années et des années, jusqu'au moment où, Covid oblige, elle a dû venir renflouer énormément de monde durant une petite période, où là on a carrément été à des 50 milliards par jour, 55, 61 milliards, etc. etc. Puis on a eu de nouveau, post-Covid, tu sais, une hausse des taux, du quantitative tightening, donc de la vente d'actifs ou alors le non-renouvellement d'achat d'actifs, généralement des obligations, ce qui fait que la liquidité a été retirée petit à petit du système financier. Depuis le bear market de 2022, la liquidité que la Fed avait mis sur le marché avec l'impression monétaire, avec la baisse des taux et également grâce au quantitative easing, c'est-à-dire le fait qu'elle achète des actifs, tous ces actifs-là ont été retirés. Il y a eu une espèce d'assèchement des liquidités du système bancaire américain. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les banques américaines n'ont plus assez d'argent pour se financer les unes les autres sur ce marché du Overnight Repurchase Agreement. Ce qui est super intéressant, c'est la chose suivante. C'est que quand
la Fed vient injecter de la liquidité sur ce marché-là, on le répète, c'est parce que les banques sont à court de cash. Et si elles sont à court de cash, pour éviter une faillite de banque, il faut venir renflouer non seulement ce marché-là, mais également permettre aux banques de créer encore un petit peu plus de liquidité. Et ce qui se passe sur ce marché-là précède toujours ce qui se passe par rapport au taux d'intérêt de la Fed. Et donc, on va noter quelques dates clés. Première date clé, c'est ici, septembre 2019, et la deuxième, c'est ici, septembre 2024. Si on regarde au niveau des taux d'intérêt, tu as ici les taux d'intérêt de la Fed qui évoluent au travers le temps. Septembre 2019, c'est juste ici, au moment où ils ont commencé à baisser les taux. Donc on a eu tout d'abord cette action de la Fed qui est venue sur le marché du Overnight Repurchase Agreement, on le répète, parce qu'il n'y avait plus assez de cash entre les banques. Les banques n'avaient plus de cash à se prêter, donc il fallait desserrer un tout petit peu les taux de la politique monétaire, et taux qui étaient des taux qui avaient monté jusqu'à 2,5%, pas ce qu'on connaît actuellement, mais c'était quand même monté, on avait quand même une politique qui était plutôt bearish jusqu'ici pour les actifs à risque, et on a eu une inversion de cette politique. Pourquoi? Parce que justement, vous le savez, une baisse des taux permet aux banques nationales d'emprunter à la banque centrale à des taux plus bas, ce qui leur permet également de faire des crédits à la population, aux entreprises à des taux plus bas, et du coup créer de l'argent, créer de la liquidité grâce à la dette. Et donc en baissant les taux, la Fed s'assure que le système bancaire va pouvoir créer beaucoup plus de liquidité, avoir de l'argent et pouvoir se satisfaire elle-même, notamment au travers de prêts bancaires. Et donc on a à chaque fois une intervention de la Fed ici qui précède les baisses des taux. On l'a eu en septembre 2019 et si tu regardes bien, septembre 2024, ça nous amène où? Ça nous amène juste ici, où on a eu la première baisse des taux. Donc on a d'abord eu la Fed qui s'est rendu compte que sur ce marché, qui est un marché intraday, si on peut dire ça comme ça, parce que les prêts se font sur une journée, on le rappelle, elle constate ici qu'il n'y a pas assez de cash et qu'il faut qu'elle renfloue. Et donc, s'il faut qu'elle renfloue, il faut éviter qu'elle le fasse de manière constante comme ici. Et donc, quelle est la première solution? Baisser les taux un petit peu pour permettre au système bancaire de recréer de l'argent, recréer de la liquidité et pouvoir se reprêter entre banques de l'argent et que le système puisse tourner. À l'heure actuelle, le 30 juin, la Fed a constaté une nouvelle fois que tout ce retrait de liquidité ici faisait qu'on avait un espèce d'assèchement de la liquidité, on le rappelle, et elle a dû refaire la même action qu'elle a fait ici en septembre 2019, en septembre 2024, avec une injection de liquidité qui est quasiment 5 fois supérieure à ce qui était le cas en septembre 2024. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la Fed, une fois de plus, constate que justement les conditions à l'heure actuelle, les taux dans lesquels elle nous tient, est beaucoup trop comprimé et qu'il faut qu'elle desserre un petit peu tout ça. Et donc, desserrer tout ça, ça veut pas dire baisser les taux d'un point directement, mais ça veut dire baisser les taux directement. Et donc, ce que l'histoire nous a démontré jusqu'ici, c'est qu'à chaque fois que la Fed est intervenue, il y a eu une baisse des taux immédiatement. Pas quelques mois plus tard, immédiatement. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de se dire, est-ce que le fait qu'elle ait injecté 11 milliards en date du 30 juin dernier, est-ce que ça rapprocherait pas la date de baisse des taux de septembre, qui est le consensus actuel, à juillet directement? Il commence à y avoir sur les réseaux, sur Google, des rumeurs de personnes du comité de la Banque centrale qui disent qu'effectivement, ils vont baisser les taux en juillet. Ceci serait un élément qui pourrait nous amener à penser qu'il y aura de l'avance par rapport à la baisse des taux, sans doute de 0,25 points, le minimum syndical, directement en juillet et non pas en septembre parce qu'ils ont dû intervenir directement et qu'ils constatent qu'il manque de la liquidité. Et quand vous avez compris ce mécanisme, vous savez ce qui arrive derrière. Intervention de la Fed, baisse des taux, ralentissement de la période de QT, voire même arrêt du QT dans un premier temps, reprise du QE plus tard, et donc une Fed qui va enfin venir soutenir les marchés, parce qu'on le rappelle, la Fed est un petit peu en retard. On a commencé à baisser les taux, mais quand on regarde la Banque populaire de Chine, quand on regarde la BCE, quand on regarde la Banque nationale suisse, etc., toutes les banques centrales, du moins une grande majorité, baissent drastiquement leurs taux, et il n'y a que la Banque centrale américaine qui pour l'instant reste relativement sobre, reste relativement modeste. Pourquoi? Parce que Jérôme Powell a fait une énorme erreur en 2021 qui le traumatise encore, et il ne veut pas refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire baisser les taux trop vite et créer un mécanisme inflationniste. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de pousser un petit peu le curseur et la question et de se dire, ok, on sait ici, Trade nous dit il y a un manque de liquidité interbancaire, et donc est-ce que les banques sont en manque d'argent? Alors elles sont pas en manque d'actifs au niveau comptable, elles sont en manque de cash immédiatement disponible à prêter à d'autres banques. Et pourquoi? Parce qu'elles sont majoritairement exposées au marché à risque, marché actions, marché crypto et tout ce qui leur sont liés, marché options, dérivés, ETF, etc., etc. Et ça, on peut le voir grâce à une charte qui est assez simple et c'est la charte du reverse repo. La charte du reverse repo, c'est un petit peu l'inverse de celle-ci. C'est pas la Fed qui intervient pour soutenir grâce à de l'injection de liquidité à court terme les banques, mais les banques qui injectent des liquidités auprès de la Fed pour se couvrir d'un risque. Comment interpréter cette charte? En fait, c'est assez simple. Quand vous avez ici cette ligne bleue qui monte, ça veut dire que les banques ont de l'excès
excès de cash qu'elle désire placer auprès de la banque centrale, généralement en achetant des obligations étatiques, pour se couvrir d'un risque. On le sait, l'achat de bons du trésor et d'obligations étatiques, c'est pas pour faire du rendement, les banques, c'est pas avec du 2, 3, 4% annuel et en bloquant leur cash sur une longue période de temps qu'elles vont faire des gains. Non, si elles investissent sur ce marché-là, c'est pour se couvrir d'un risque avant tout, donc récession, crise économique, bear market, etc., etc. Et ça, on l'a vu, ce mécanisme, à partir d'avril 2021, où on avait un marché et une macroéconomie qui était pas hyper bonne, tout était hyper bullish, mais l'inflation montait, et à partir d'ici, on avait eu la Fed qui avait dit qu'ils allaient monter les taux à partir de 2022. Forcément, ça c'est bearish pour les actifs à risque, et les banques ont fait quoi? En prévision du bear market inéluctable qui allait arriver à partir de 2022, elles ont sécurisé beaucoup de cash auprès de la Fed en achetant des bons du trésor et des obligations étatiques majoritairement. Et donc ça reflète l'excédent de cash qui est placé sur ce marché-là. Qui dit excédent de cash dit qu'elle libère du cash d'ailleurs. Et donc généralement, moi c'est ma théorie et elle se vérifie en pratique, vous avez deux marchés qui se font face. Vous avez le marché non à risque et vous avez le marché à risque. Les deux se font face et quand l'un est en bull market, l'autre est en bear market. Et donc les investisseurs font le choix toujours à travers le temps. Est-ce que la macroéconomie est propice aux actifs à risque? Si oui, je vais dessus pour avoir le plus de rendement possible. Sinon, je vais sécuriser mon cash et aller sur le marché non à risque, peu volatile, voire même extrêmement sécurisé, sans risque de perte, comme les marchés ici des bons du trésor et des obligations étatiques. Et je vais attendre. Je vais attendre que les temps deviennent plus propices de nouveau à un bull run sur les actifs à risque et je vais réinvestir mon cash sur ces actifs-là. Et donc c'est pour ça qu'à l'approche du bear market de 2022 qui était hautement prévisible, les grosses banques ont fait ça et dès qu'on a commencé le bull run en 2023 et que la macro est devenue propice aux actifs à risque, on a eu justement un déblocage de tous ces actifs, ce qui fait que la charte ici a redescendu parce que de l'argent sortait justement du marché obligataire pour aller où? Pour aller sur le marché qui lui est opposé, marché action, crypto-monnaie, etc., etc. Et donc on peut voir que tout ce cash là est sorti, il commence à re-rentrer un petit peu, forcément, si tu suis un petit peu les vidéos que je fais depuis des semaines, je t'avertis qu'on va faire face au plus gros bear market qu'on ait connu sur la crypto. Je pense qu'on aura une augmentation qui justement, plus on va se rapprocher, plus va augmenter au niveau de cette charte ici, donc ça on va checker un petit peu ce qui se passe à travers le temps, mais en tout cas, on sait que les banques ne sont pas exposées avec leur cash sur ce marché là, on le voit, on est sur des dips, et donc c'est dire qu'elles sont sur le marché action, marché crypto, etc., etc. Donc elles sont investies et c'est pour ça qu'elles n'ont pas assez de cash pour se faire des échanges entre elles juste ici. Et donc on n'est pas dans la pire option qui est les banques sont au bord de la dérive, elles sont toutes au bord de la faillite, elles ont aucun actif immédiatement réalisable, non, elles en ont, mais elles les gardent pour faire des gains parce qu'elles n'ont pas encore vendu. Et comme elles les gardent et qu'elles ne font pas de gains, elles n'ont pas d'excédent de cash qu'elles peuvent soit utiliser pour prêter aux autres banques, soit placer ici au niveau de la Fed pour se protéger. Ce principe que je vous explique que la Fed est échec et mat, qu'elle doit mettre justement des liquidités sur le marché pour pouvoir faire en sorte que le système bancaire continue à tourner et créer la liquidité, on le voit également avec ce qu'ils sont en train de faire. Je vous avais mis cet article déjà une fois ou deux où on voit clairement, et ça a été discuté pas mal sur les réseaux, mais pas assez à mon goût, que justement la Fed veut changer les régulations par rapport aux fonds propres des banques. Les banques, depuis 2008, ont des obligations en matière de fonds propres pour justement pallier au risque de perte et au risque de liquidité. Et elles doivent garder un certain pourcentage de cash par rapport à leur exposition sur les marchés et surtout leur exposition à levier sur les marchés. Et donc tu peux le voir actuellement, c'est de 5%. Elles doivent garder 5% de fonds propres en cash par rapport à toutes les sommes qui sont investies sur ces marchés pour se couvrir de potentielles pertes. Et la Fed veut descendre ces 5% qui étaient au préalable de 6%, il veut les descendre à 4,5 voire 3,5%. Donc tu peux te dire 0,5% voire 1% et demi, c'est pas énorme, mais dans tout le système bancaire américain, c'est énorme et ça permet aux banques de créer beaucoup d'argent pour justement se refinancer les unes les autres et faire en sorte que tout ce délire continue s'il faut résumer. Et ça, c'est une preuve criante que la Fed est en train de faire un pivot et qu'elle n'a pas trop le choix. On le rappelle, la mission de la Fed, c'est veiller à la stabilité de la monnaie, soutenir les marchés et surtout protéger les ménages d'une inflation qui est trop élevée. À l'heure actuelle, les chiffres de l'inflation sont très bons, on arrive même en déflation d'après TruthStation, ça on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, et donc c'est bon, la Fed peut baisser les taux en soi, l'inflation est assez basse, le système bancaire a besoin d'être renfloué, les taux sont encore très hauts par rapport à toutes les banques centrales des pays développés, et tout le monde est exposé. Et donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas être surpris si on a une petite avance et que d'ici 15 jours, la Fed décide de baisser les taux. Alors ce qui serait super, c'est qu'il le fasse, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le consensus, donc ce serait une hyper bonne nouvelle que le marché n'a pas encore forcément anticipé, et ça, on le saura à l'avenir. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est hyper positif, parce que vous le savez, ce que nous on veut, c'est que la politique monétaire de la Fed s'assouplisse, qu'on ait
une création de liquidité qui soit encore plus grande que ce qu'elle est actuellement pour avoir une dernière phase du marché qui soit vraiment parabolique, voire même un débordement de la cyclicité. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là un débordement qui ferait déborder le bull run de fin de cette année au premier trimestre 2026. C'est tout à fait possible. Ça, on verra dans une prochaine vidéo, mais historiquement, sur le marché crypto, les bull runs s'allongent les uns après les autres, généralement de 3 à 6 mois chaque année. D'après la cyclicité, décembre 2025, c'est la fin de ce bull run si on fait la même période de temps que le bull run dernier. Mais je te montrerai dans une prochaine vidéo, les bull runs s'allongent de 3 à 6 mois. Et donc, si on prend la fourchette basse qui est 3 mois, on pourrait avoir de nouveau un Q1 2026 où on a une montée qui est artificielle. Ça, il est hyper important de le noter. Ce ne sont pas des vraies créations de valeur qu'il y a, c'est de l'argent qui est mis dans le système et qui va faire pumper tous les actifs de manière hyper artificielle. Et c'est justement ce genre de phase qui permet ensuite d'enclencher un bear market qui est très fort sur les actifs à risque. Et donc, on surveillera ça de très près. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like, partage parce que ça explique tout ce qu'on va vivre et il faut qu'un maximum de gens soient au courant pour qu'ils ne perdent pas leurs économies. Donc je compte sur toi, diffuse ça massivement sur Discord, sur ton Instagram, auprès de tes potes sur WhatsApp, n'importe où. Comme ça, ils ne feront pas l'erreur de vendre trop tôt. C'était Atreides, bonne journée, bye bye.